Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour une nouvelle semaine à parler de MLS. On a eu une journée assez folle la semaine dernière en ouverture de la MLS avec plus de 40 buts sur les 15 matchs. Une folie, la CONCACAF Champions Cup est en plein dedans. La deuxième journée arrive très très vite puisque là j'enregistre, on est jeudi midi, donc ce sera dès samedi dans la soirée jusqu'au lundi dans la nuit. Donc, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode cette semaine. On va parler actu, on va parler fantasy sport, on va faire un petit débrief de la semaine dernière. On a eu une journée, comme je vous le disais en introduction, assez folle pour l'ouverture de la MLS. 46 buts ont été marqués la semaine dernière en 15 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou. On a eu des très gros scores, hein, puisque, bon, sans surprise, San Diego a corrigé Montréal 5-0. On a eu la victoire de San Jose 3-0 contre SKC. Portland est venu à bout de Columbus dans un match assez fou, 3-2. On a Dallas qui surprend Toronto dès le premier match à domicile en gagnant 3-2. On a eu un Austin, Minnesota 2 partout. Bien sûr, Nashville a mis 4-1 aux Revs. Et le match que vous attendiez tous, donc LAFC, a corrigé devant plus de 70 000 spectateurs l'Inter Miami en Mondovision 3-0. Et ben voilà, tout ce qui peut arriver à une équipe qui annule des matchs de pré-saison, hein. Je parle bien sûr de l'Inter Miami si vous n'êtes pas au courant. Le dernier match de pré-saison, ils l'ont annulé parce que Messi n'était pas là, blessé. Alors, on va se calmer 5 minutes, c'est complètement ahurissant. On parle d'une pré-saison, donc des matchs qui sont censés vous amener pour être prêts dans la saison un minimum. Et Miami, simplement pour le côté business, a annulé ce match parce que sa star n'était pas là. Ça veut dire que les autres, bah en fait, votre pré-saison, elle dépend de Messi. Je trouve ça complètement lunaire. J'espère que Messi et ses petits copains vont le payer très cher en CONCACAF Champions Cup, parce que clairement, c'est pas respectueux déjà envers le pays qui devait les accueillir. Et puis en termes sportifs, alors certains vont dire tu as la haine contre Miami. Non, 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 c'est qu'à un moment, je sais pas, le sportif est complètement après le côté business dans ces cas-là, et je trouve ça complètement ahurissant. Surtout qu'en plus, l'Inter Miami va se coltiner Nashville pour son entrée en lice dans la CONCACAF Champions Cup. Donc un gros gros morceau face à Mukhtar Espinoza et Surridge, plus leur petit copain Madrigal. Je vous invite à regarder ce joueur qui a l'air très très intéressant. Tagzet, leur défense solide. Bref, la semaine prochaine, on aura un Nashville Inter Miami, ou plutôt Inter Messi, qui s'annonce très intéressant. On va revenir sur le débrief donc, de la première journée. Je vais vous donner un peu mes tops et mes flops par rapport au match que j'ai vu, ce que j'ai vu également dans les résumés. On va commencer par les flops. Bon, bah, je dirais de toute façon pas de surprise Montréal, hein, avec Avilés qui prend un carton rouge. Avilés, comme je l'avais dit avec Nico quand on l'a présenté, ou avec Gary, faut pas s'étonner que l'Inter Miami l'ait laissé partir, hein. C'est un jeune défenseur certes, mais qui il y a des fois les fils qui se touchent et qui est quand même très limité sur le plan défensif, donc qui a abandonné, on va dire, son équipe. Après, un autre petit axe, c'est pour Donadel, où je pense que ce coach aurait dû se faire virer bien avant la fin de saison dernière. Dès que Montréal a su qu'il n'allait pas en play-off et que la saison était terminée, repartir sur un nouveau cycle. Je pense pas que Montréal est le plus mauvais effectif de MLS, hein. Quand je vois SKC ou San Jose, pour moi, Montréal a intrinsèquement des joueurs de meilleure qualité. Certes, des très jeunes joueurs, mais il y a de la qualité offensivement à Montréal. Et je pense que Donadel n'est pas le coach pour la mettre en musique, toute cette qualité. L'autre flop, c'est Atlanta. J'ai regardé le match d'Atlanta. Bon, bah, j'ai eu mal au crâne, hein. Almiron a été un peu le seul à essayer de se démener. Jacob au milieu, plutôt pas mal.
Mais sinon, en fait, on a eu une équipe très stérile. Donc, on va voir si, l'équipe de Tata Martino arrive à relever, un deuxi la barre, et parce que c'est un deuxième match à l'extérieur qu'ils vont enchaîner à SKC, qui est dans mes autres, points négatifs. SKC, on souffle fort parce que cette équipe sur le papier, elle fait vraiment flipper. Le pauvre Joe Veljic et le pauvre Manu Garcia, je sais pas ce qu'ils vont faire cette saison. Leur directeur sportif a dit qu'il y aurait 6 arrivées d'ici le 31 mars à peu près. J'attends de voir. En tout cas, il a dit qu'il voulait des profils techniques, vifs et athlétiques. Donc, à suivre. SKC risque d'être encore actif. On va en parler un peu après. Le flop, bah, Messi et les rageux, hein, parce que Messi n'a pas été suspendu par la MLS. Pour ceux qui le savent, il y a eu un petit doute comme quoi il était rentré dans le vestiaire arbitre très fâché après le match. Apparemment, il n'est pas rentré dans le vestiaire arbitre, donc il n'a pas été suspendu. Mais on a eu un comportement qui est pas beau à voir, parce que c'est quand même la vedette de la MLS qui met en lumière la MLS, et son comportement pendant le match de rageux n'a pas été terrible. Donc voilà, l'image de Messi et de Miami, comme j'en parlais en préambule, pas top. Et sportivement, je pense que cette équipe n'est pas prête et peut prendre une bonne déconvenue face à Nashville. Et il va falloir qu'il soit prêt très très vite. L'autre, c'est pas forcément un flop, mais c'est Evander qui cède sa place très tôt dans le match. Bon, rien de grave. L'autre, bah, c'est Jordan Morris. Donc Seattle, je vous disais, hein, beaucoup de blessés à Seattle. Ils ont deux DP blessés, donc Pedro de la Vega et Jordan Morris, qui, comme, bah, c'est un peu les deux qu'on a eu déjà tout le temps blessés la saison passée. Pour moi, Seattle, il va falloir vraiment se poser les questions sur les DP. Jordan Morris, on l'adore, hein, mais trop souvent blessé. Et puis, bah, Pedro de la Vega, quand il enchaînera 10 matchs de suite, il faudra me sonner, parce qu'à 7 millions, c'est quand même une belle fraude, celui-ci. Et puis, bah, les Revs qui se font éclater. Et ce qui m'a choqué quand j'ai regardé, donc c'était Nashville en face, c'est qu'en fait, à tous les buts, ils se rassemblaient, ils discutaient pour trouver des solutions, mais j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas trouvé. Les tops, donc la semaine dernière, donc c'est le nombre de buts, hein, les attaques, et la MLS est bien de retour avec plus de 45 buts la semaine dernière. Au Red Bull New York, bah, c'est le jeune Julian Hall et Rouval Kaba, et puis également les petits jeunes au milieu, une équipe très jeune sur le papier, bien encadrée par Forsberg. On a vu vraiment une super équipe. Si vous n'avez pas vu la première mi-temps des Red Bull New York la semaine dernière, incroyable en termes de pressing, de récupération haute. Ils ont vraiment asphyxié Orlando, et c'était très intéressant. San Diego qui colle une rouste à Montréal et qui a enchaîné cette semaine en CONCACAF Champions Cup. LAFC, Son et Bouanga. Bouanga qui, on va en parler, a prolongé son contrat, donc c'est fin des négociations au Brésil pour de bon. Houston et Guilherme, parce que Guilherme a mis un doublé, a permis à Houston de s'imposer. Grosse équipe de Houston, hein, sur le papier et sur le terrain. Nashville qui a déroulé, donc aux antipodes de ce que je disais par rapport aux Revs, et qui continue de dérouler même en midweek en faisant totalement tourner. Portland avec Felipe Mora qui m'a beaucoup plu en numéro 10 sous l'attaquant, et Cole Bassett qui va retrouver son équipe de Colorado ce week-end. On a eu également, malgré la défaite, un bon Diego Rossi avec Wessam Abouali. Ils ont été très intéressants tous les deux. Et bien sûr, bah, à Seattle, je ne peux pas passer à côté de Rusnak et Ross Rockinho. Paul Ross Rock, vous savez que je l'adore. Il a remplacé Jordan Morris. Et ça s'est pas vu parce qu'il a sorti un match au fou et a été élu homme du match. Tout ça pour dire que la semaine dernière, donc l'équipe de la semaine, on a eu Kalinha au but, McVie de San Diego avec Robinson et Mooney de San Jose en défense. Au milieu, bon, est-ce qu'on peut parler de milieu? Eustachio et le jeune Mehmeti des Red Bull New York, ça c'est des milieux, mais ils nous ont mis la spéciale, donc c'est une compo en 3-4-3, et les deux pistons, vous avez Guilherme et Bouanga, donc fallait bien les caler, hein, ils pouvaient pas faire un 3-2-5, et devant on a eu Petar Musa qui a fait un super match. Petar Musa, je sais, comme je le dis, hein, je pense que cet été, il part en Europe tellement le mec est au-dessus de la ligue. On a eu Sam Surridge qui va jouer le Golden Boot, je pense, cette saison. Et Julian Hall, le très très jeune prospect à surveiller du côté des Red Bull New York. Et je pense que Julian Hall est bien capable de mettre Choupo-Moting encore un petit peu sur le banc. Donc voilà un peu pour la semaine dernière.
À noter que Eric Ramsey, l'ancien coach de Minnesota, s'est fait virer de West Brom après 9 matchs, donc 4 matchs nuls, 5 défaites. Et bon, bah, il fait un peu écho à Wilfried Nancy et son passage éclair au Celtic Glasgow. Donc pas une très très bonne pub de la part des coachs de MLS quand ils vont en Europe, où ça fait quand même deux coachs qui se font virer en moins de 10 matchs, voilà, tout simplement. On va passer maintenant aux actu clubs. Donc les actu clubs, je vous en parlais. La grosse actu, on va dire, c'est que Denis Bouanga a prolongé hier soir à LAFC. Ça a été officialisé jusqu'en 2028 avec une option pour la saison 2029-2030. Donc je pense que Bouanga s'inscrit dans la durée et va vraiment devenir la légende de LAFC en termes de buts, de passes D, de statistiques. Ça risque d'être grand ce que Denis Bouanga va réaliser à LAFC. On reste dans le côté francophone et français. C'est Orlando qui serait proche de signer, en tout cas en négociation avec Antoine Griezmann. Ils auraient proposé un spot DP puisqu'il leur en reste un et un contrat de 3 ans. Donc là, on nous dit, certains journalistes, que c'est quasi bouclé, que ça va être fait dans les prochains jours. D'autres nous disent qu'il n'y a que des discussions, des négociations préalables. Donc, affaire à suivre. En tout cas, Orlando va tout faire pour le signer avant la fin du mercato au 31 mars. Et racheter son contrat, bien sûr, qu'il avait prolongé l'été dernier. Voilà. On passe à Atlanta. Donc Atlanta, c'est plutôt en termes de mercato. Il serait proche de signer Galarza Fonda, donc le milieu dont on parlait la semaine dernière, de River, qui aurait dit au revoir à ses coéquipiers et qui va signer. Et Franco Cristaldo, donc le Brésilien qui a mis fin à son contrat avec Orlando et qui est suivi de très près par Atlanta. Alors, je sais pas la viabilité, mais on a quand même plusieurs rumeurs, moi que j'ai lues, et Nico, qui m'a accompagné en début de saison, a lu aussi que Miranchuk pourrait voir son contrat racheté, ou en tout cas un départ de Atlanta ne serait pas à mettre de côté. Donc attention à cette rumeur qui pourrait s'épaissir avec l'arrivée de Galarza et de Cristaldo. Du côté de Portland, ils ont officialisé hier l'arrivée d'Alexander Aravena, de Grêmio également. Il arrive en prêt avec une option d'achat jusqu'à la fin de saison 2026 de la MLS. Et on a une info de Neuville, donc Juan Mosquera, le latéral, est blessé à la cheville et va être absent 4 à 5 semaines dans la défense donc des Timbers. Du côté des blessures et de Cincinnati, je vous l'ai dit, Pat Noonan a été rassurant, je m'en mêle totalement. Pat Noonan a été rassurant pour Evander, donc il ne jouera pas en CONCACAF Championship, il n'a pas joué de toute façon, puisque c'était cette nuit, mais son absence ne sera pas de longue durée, on n'a pas d'infos précises sur le nombre de semaines, mais voilà, rien d'important concernant Evander, je pense que ça a été bien traité au bon moment, il n'a pas insisté. Du côté de Minnesota, un ancien du Houston et de la Ligue 1 est à l'essai, donc c'est Albert Ellis, donc qui est à l'essai. Il a commencé en début de semaine avec l'équipe de Minnesota, et ensuite Minnesota va voir l'évolution et comment ça se passe, mais dans les prochaines semaines, il pourrait décider de le signer ou non. L'attaquant, donc l'ancien attaquant de Bordeaux et de Houston. On rappelle un très 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 bon passage à Houston, c'est un joueur qui a vraiment marqué la MLS et qui est très apprécié en MLS. Du côté d'LA Galaxy, qui a peiné cette nuit, qui a fait un vilain match nul et qui se qualifie face à une très faible équipe au but à l'extérieur. J'ai lu comme quoi il y avait très peu de rythme, elle a pourtant quasiment une équipe type alignée. Donc Greg Vanney a parlé d'Eric Tommy, donc qui progresse et qui cherche à être prêt pour samedi. Je pense qu'il va leur faire beaucoup de bien pour un peu électriser, vitaliser, on va dire, le milieu de terrain. Concernant Philippe Coutinho, il aurait reçu une offre du CSKA Moscou, mais il ne serait pas intéressé par un retour en Europe. Donc ce serait soit il vient en MLS, donc et les Galaxy étaient positionnés sur le dossier, ou soit prendre sa retraite carrément d'après les dernières rumeurs. Donc à suivre Philippe Coutinho qui a seulement 33 ans et qui aurait je pense 2-3 ans à donner à la MLS facilement. Du côté de San José, Timo Werner est arrivé aux États-Unis donc dans la nuit. Alors je suis pas sûr qu'il soit titulaire ce week-end, mais en tout cas on pourrait le voir très très rapidement en MLS du côté de San José. À Columbus, on a eu pas mal de nouvelles. Donc Steven Moreira est de retour dans l'équipe. On rappelle, c'était un souci familial qui l'a obligé à rentrer en France la semaine dernière. Ibrahim Aliouar pris l'entraînement après une blessure à la cuisse en début de pré-saison. Le coach a également dit que, bon ça c'est un peu la tuile, Dylan Chambost va être absent 2 à 3 semaines parce qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers contre Portland. Wessam Abouali, Rudy Camacho, Taha Abroun sont tous de retour de blessure.
Le coach a dit qu'il serait pas encore à 100%, mais disponible ce week-end contre SKC. Il avait dit, le coach, hein, qu'ils avaient un peu insisté trop longtemps avec Wessam Abou Ali, ils avaient prévu de le faire jouer 60 minutes. Il a joué un peu plus parce qu'il cherchait à avoir la victoire et qu'il était sorti un peu fatigué avec des douleurs. Du côté de Seattle, la bonne nouvelle, c'est qu'Hassani Dodson n'est pas soumis au protocole commotion cérébrale après sa sortie et son choc de la semaine dernière. Et Jordan Morris, je vous l'ai dit, va être absent environ 4 semaines. Mais bon, mon cher Paul Rossrock, que j'apprécie tant, va pouvoir jouer. Et je vous assure, par rapport à Jordan Morris, ça fera pas tâche. Une rumeur du côté de Austin Daibi Flores, donc l'ancien joueur de Vancouver et Toronto, milieu défensif de 29 ans. Il serait libre et intéresserait Austin donc pour une éventuelle arrivée. Du côté de Toronto, bon bah ça c'est la grosse nouvelle. Josh Sargent, c'est bouclé, 22 millions de dollars avec 5 millions de bonus. Gros transfert qui pourrait atteindre 27 millions. Je pense que là on aura une équipe complète et très solide du côté de Toronto. Pour l'entraînement du mercredi, donc les nouvelles, Mamadou Fofana, Brian Ceballos, Will Sands étaient avec le groupe, Peyton Miller s'est entraîné sur le côté. Et la nouvelle, bon, Théo Corbinou a été opéré pour soigner une blessure qu'il a contractée en pré-saison. Donc il va être absent un petit moment, on n'a pas de délai encore d'absence. Du côté de Saint-Louis, ils ont prolongé donc Chris Durkin, le milieu de terrain, jusqu'en 2028 avec une option pour la saison d'après. Il a été très bon et très solide, c'est vraiment un soldat hein, le week-end dernier. Saint-Louis qui m'a fait une très bonne impression, mine de rien, la semaine dernière. Où ils ont quand même vraiment embêté cette équipe de Charlotte. Bon, Charlotte qui joue à l'extérieur et à Saint-Louis, mais voilà, on sait que c'est toujours une équipe qui est compliquée à manœuvrer. Et ils ont officialisé l'arrivée de Sergio Cordova, l'ancien attaquant de RSL Salt Lake, qui arrive en prêt des Young Boys jusqu'en juin 2026 avec une option d'achat. Du côté de Vancouver, donc c'est Emmanuel Sabi qui a été suspendu après visionnage de la commission de discipline. Un match après une faute commise à la 50e minute. Andrés Cubas a prolongé jusque 2027-2028. Ça, c'est une super nouvelle parce que pour moi, c'est vraiment le joueur clé. Alors oui, il y a beaucoup de stars, mais lui, dans le plan de jeu de Sorensen, c'est vraiment le mec qui garantit l'équilibre et qui permet aux autres de se projeter. Et je pense que c'est parfait. C'est un joueur qui était souvent cité dans les rumeurs de départ, mais bon, il a prolongé un contrat à long terme. Tout comme Tristan Blackmon, qui était pisté par Miami cet hiver et qui prolonge jusqu'en 2029-2030 avec les Whitecaps. On rappelle, hein, Tristan Blackmon n'est rien d'autre que le défenseur de la saison l'année dernière. À Philadelphie, donc on a eu des nouvelles de Bradley Carnell et on en a souvent le jeudi soir, donc à suivre ce soir. Donc Frankie Westfield et Finn Sunstorm et Agustin Anello, ils travaillent à part et ils sont au jour le jour, donc pas sûr qu'on les voit ce week-end. À Chicago, donc l'entraînement de mardi, on a eu quelques infos. Donc Bamba, Jack Elliott, Jonathan Dean et Radojevic s'entraînaient avec le groupe. Andrew Gutman, on ne sait pas pourquoi, s'entraînait à part. Donc à suivre dans les rapports de disponibilité ou les infos qu'on aura ce soir. Donc SKC, je vous disais, David Lee a dit qu'il voulait recruter 3 à 6 joueurs avant la fin du mercato. Et il serait proche de recruter Diego Borges et SKC. Donc il joue à Zalaegerszeg en Hongrie. Excusez-moi si j'ai martyrisé le nom. Un défenseur de 21 ans, ce serait 1,7 million d'euros plus des bonus. Donc voilà, un défenseur qui arriverait du côté des SKC. Pour terminer les infos de la semaine, donc ce sera Colorado. Matt Wells, le coach, a dit qu'il n'y avait pas de souci médical concernant Hamzat Ojediran, qui est sorti du terrain la semaine dernière. Ce coach a fait des choix très étranges, donc il a aligné une défense très jeune et il a mis quand même Rob Holding, qui est passé par Arsenal, plus de 80 matchs avec Arsenal, sur le banc. Bon, ça n'a pas payé et à voir comment ça va se passer dans les prochaines compositions. On a fait le tour des infos de la semaine, donc je vous le dis, on est jeudi midi. Beaucoup d'infos vont sortir jeudi soir, les rapports de disponibilité vendredi. Donc voilà, par souci de temps, j'ai pas pu enregistrer le vendredi. En tout cas, on va passer maintenant au match-up de la semaine parce qu'on a vraiment encore des bons matchs cette semaine. Donc allez. On est parti pour parler un peu des matchs de la deuxième journée de MLS.
Le premier match, donc ce sera à 20h30, donc Chicago-Montréal. Sur ce match, pour moi, à privilégier, ça va être vraiment l'attaque de Chicago. Donc Zinkernagel, Kuipers sont vraiment les deux joueurs sûrs. Bamba, incertain sur sa participation, parce qu'on a quand même un joueur qui s'est pas totalement entraîné et qui pourrait ne pas débuter. Robin Lod pourrait être intéressant également dans cette attaque. Concernant le clean sheet, comme je le dis régulièrement, Chicago a du mal à garder les clean sheets, donc ils encaissent quasiment toujours. Donc moi, j'irai pas sur le stack défensif, même si je devais vraiment parler intrinsèquement par rapport à Montréal. Oui, ça peut être intéressant si vous avez les défenseurs milieu dans votre fantasy de Chicago. C'est à privilégier, bien sûr, parce que Montréal à l'extérieur, on sait comment c'est toujours compliqué. Goodman peut être intéressant s'il est rétabli, parce qu'il peut délivrer une passe décisive à tout moment, et c'est un joueur quand même qui est très offensif. Côté Montréal, c'est difficile de sortir une individualité si ce n'est Owuzu qui est capable de marquer. Sinchuk a été intéressant la semaine dernière si vous jouez à Sorare. Et il a fait, mine de rien, un peu de AA score, donc des points. Donc ça peut être intéressant et ça peut être lui qui peut délivrer une passe décisive à Owuzu. En tout cas, voilà un peu pour moi les pics intéressants. On aura un match en même temps, ce sera les Red Bull New York qui reçoivent les New England Revolution. Donc les Red Bull New York, comme je l'ai dit, grosse impression sur le premier match à Orlando. Équipe très jeune, très mature, qui récupère très vite, qui se projette très vite, avec Kate Cowell qui a été très bon, qui a tapé la barre, voilà, Kate Cowell. Ruvalcaba qui a pêché un peu dans la finition, mais qui est très intéressant. Et puis bien sûr, on a Forsberg et Julian Hall, donc Forsberg rampe de lancement et Julian Hall qui a été très intéressant et toujours bien placé à la finition. J'ai vu une seule mi-temps des Ravs contre Nashville. Mais voilà, Carles Rill était un peu tout seul, même si ça reste toujours un bon pic. Carles qui fera des points du AA et qui peut délivrer une passe D ou marquer un coup franc à tout moment. Et Campagna la semaine dernière, qui a marqué. Après, dans ce match-là, je pense que le stack défensif des Red Bull New York et leur gardien va être intéressant. Même si j'éviterai de jouer, je vois pas de clean sheet. C'est aucune des équipes n'a fait de clean sheet depuis leur début de pré-saison contre des équipes de MLS. Même si Justin Che m'a beaucoup plu, il a fait un tag du dernier défenseur, donc pour les joueurs Sora, mais il faisait également du AA, donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, récap, joueur offensif au Red Bull New York pour moi. Julian Hall, Forsberg, Ruvalcaba, Kate Cowell qui a été intéressant avec beaucoup de A sur son match. Et de l'autre côté, on a Carles Rill comme d'habitude qui va être intéressant. À 22h30, on aura un Colorado-Portland. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est Cole Bassett. Après ses déclarations, il a dit que Portland était au-dessus de Colorado et c'est ça qui l'avait fait changer de club et qu'il se voyait plus gagner avec Portland que les Rapids. Donc là, il va arriver peut-être dans une ambiance un peu houleuse. Il risque de prendre de petits sifflets, mais c'est toujours intéressant les ex. Hein. Là, je vais vous parler pas mal des ex. Alors pas dans vos couples, hein, les ex, hein, c'est parfois compliqué, mais en tout cas au foot, souvent les ex, ils performent contre leur ancienne équipe en marquant, en donnant une passe D. Donc Cole Bassett, c'est un pic qui est très intéressant et qui pourrait performer. Colorado, je vous le disais, il y a un coach qui a fait des choix quand même qui ont surpris tout le monde en ne mettant pas Rob Holding. Attention quand même au stade en altitude de Colorado, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Portland sort d'un beau résultat face à Columbus où ils se sont démenés jusqu'au bout avec un but de Lassiter à la 88e pour gagner. C'est un match-up qui est pas évident. Je resterai quand même sur mon idée de Cole Bassett. J'ai beaucoup aimé Velde la semaine dernière. Alors certains vont me dire ouais mais il a fait un sale score hein, parce qu'il a. Alors je sais pas d'où on me l'a sorti le but qu'il provoque. Enfin bref. Mais Velde, Anthony et Felipe Mora c'est toujours intéressant même si face à eux on a toujours eu d'équipes solides à domicile. Donc pour moi il n'y a pas forcément de pic intéressant. Après Portland encaisse toujours pas mal donc Rafael Navarro peut être intéressant et Cole Bassett à surveiller les scorings des défenseurs de Portland parce qu'il y a quand même eu des beaux scores sur le premier match, malgré le fait qu'ils aient encaissé 2 buts. On n'a que des défenseurs à plus de 60 points, donc ça peut être intéressant. Moi j'ai acheté cette semaine pour ceux que ça intéresse Bonetig, qui n'a pas d'antécédent mais qui a fait un très beau score et je pense que ça peut être très sympa. Du côté de Minnesota-Cincinnati, ça va se jouer à 22h30 également en même temps. Match-up compliqué. Sans Evander pour Cincinnati, ça a été poussif la semaine dernière. Du côté de Minnesota, on n'a pas de grand scoreur. Rames Rodriguez, ça risque d'être un peu juste. Il a une semaine d'entraînement dans les pads. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire. J'irai presque jusqu'à privilégier les joueurs de la défense de Cincy sur ce match.
type ADB Robinson. Et Chenike peut être intéressant au niveau offensif parce qu'il fait du A, il est très percutant, c'est un super joueur irréel, j'aime beaucoup. Bon, Ramirez de l'autre côté, ça a l'air intéressant, il a l'air méta-Sora. Par contre, faut se mouiller la nuque quand vous le voyez jouer. Oh la brutasse que c'est le type. Oh, quand vous passez de Barreal à Orellano, Engel, et que vous voyez Ramirez jouer, il fait 1 mètre cube, c'est une brute. Mais bon, il a l'air méta Sora, donc si vous jouez à Sora, Ramirez peut être un pic intéressant. Moi, je reste quand même persuadé que c'est un match-up à éviter parce qu'il est quand même dur à lire à cette période de l'année sur une deuxième journée. On va passer au match de la nuit de samedi à dimanche. Donc, à 1h30 du matin, on aura, heure française, Salt Lake Seattle. Ça veut dire que c'est un match d'après-midi. On aura un bon test pour la défense des Sounders dans un stade difficile, un adversaire qui a une belle attaque. Guy devrait être prêt, la recrue de lance. Seattle n'a plus gagné depuis 2012 à Salt Lake, c'est 16 matchs. Enfin, ils ont gagné une fois au tir au but, donc pour moi, c'est pas une victoire d'aller gagner au tir au but. Enfin, je parle du temps réglementaire hein, sur les 16 matchs. C'est un match-up qui est pour moi à éviter. J'irai plus sur les défenseurs quand même, Yemar, Ragen. Mais même ça, j'ai pas de certitude. On sait que Diego Luna, à tout moment, il peut vous dégainer une passe D. Guy Lavogui, j'ai hâte de voir s'il joue. Donc voilà, pour moi, c'est un match qui est compliqué et je n'y toucherai pas. On aura un match en même temps, donc San Jose-Atlanta. Avantage San Jose, un gros déplacement pour Atlanta, qui n'ont pas du tout rassuré la semaine dernière à Cincinnati, même si Cincinnati, c'est pour moi meilleur adversaire que San Jose. Je dirais que Almiron va faire du AA si vous jouez au Fantasy. San Jose s'est rassuré quand même en gagnant 3-0 contre SKC. Maintenant, je pense que SKC est quand même l'effectif le plus faible de MLS. Donc pour moi, à privilégier, c'est les attaques. Almiron, pour moi, c'est un pic intéressant. À voir si Miranchuk sera titulaire. Et de l'autre côté, Preston Judd, qui était à la pointe de l'attaque, qui est un bon joueur que j'aime beaucoup. Mention spéciale à Boleroux, qui est un super joueur de l'ombre du côté de San Jose. Moi, j'adore ce joueur. Après, sur Sorare, c'est vrai que c'est compliqué, il fait pas des énormes scores. Je pense pas qu'il y aura de clean sheet, donc pour moi, je vois bien les deux équipes marquées si vous êtes parieur. Dans ce match, ça peut être intéressant. On passe au match de 2h30, on aura un Dallas-Nashville intéressant. Nashville qui a fait beaucoup tourner en milieu de semaine, donc aura une équipe type fraîche et dispo. C'est un match-up moins évident qu'il n'en paraît. Je me jetterai pas sur Nashville personnellement. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Mais Nashville a pu faire tourner cette semaine, donc ils arriveront prêts. Ils auront un match contre Miami la semaine dernière. Petar Musa de l'autre côté est très chaud. J'irai quand même plutôt sur les joueurs offensifs type Petar Musa et Surridge, donc les deux numéros 9 qui sont au-dessus pour moi du niveau de la MLS. C'est capable de dégainer à tout moment. Espinoza Mouktar, c'est intéressant, on le sait. Madrigal a sorti un super match la semaine dernière, tout comme Farrington à Dallas. Donc voilà les deux pics un peu de l'ombre pardon, qui peuvent être très intéressants. Donc Madrigal et Farrington. Farrington qui avait très très bien joué la saison passée, qui commence déjà titulaire cette saison à être intéressant. Donc voilà un peu, ce match-là est pas évident, mais je pense qu'on va avoir des buts. On aura en même temps un Houston LAFC. Un gros test pour Houston. LAFC a fait tourner en milieu de semaine, hein, mais c'est aussi un gros test pour LAFC qui va avoir un gros match à l'extérieur face à une équipe très solide. Donc deux équipes en confiance. Houston avec son premier match, sa grosse pré-saison, et LAFC avec son gros carton infligé à Miami. Je pense qu'on va avoir des buts, donc je privilégierai bien sûr Son et Bouanga, hein, on le sait. Et puis Guilherme, à voir s'il va confirmer son bon match de la semaine dernière. Et David Martinez pique un petit peu de l'ombre du côté de LAFC. À surveiller Boudry, le très jeune Boudry qui a signé cet hiver du côté de l'AFC, qui a fait un super match en milieu de semaine en CONCACAF. Je ne serais pas étonné qu'il intègre le milieu de terrain ou qu'il remplace David Martinez. Après, j'en parlais avec Nico, c'est quand même bouché devant lui. Il va falloir qu'il soit très très solide pour trouver sa place et qu'il ait de la constance. Tillman a été plutôt bon la semaine dernière, ça peut être pas mal. Et Eustachio également, qui fait du AA. Et à noter, Mateusz Bogus, vous allez vous dire, bah ouais, mais il a fait un sale score la semaine dernière. Oui, mais c'est son ex-équipe, donc ça peut être intéressant de le jouer. On sait, comme je vous le dis, les ex font souvent des perfs contre leurs anciennes équipes. Donc Mateusz Bogus à domicile contre l'AFC, son ancienne équipe, ça peut être très intéressant. On aura à 2h30 un SKC Columbus. Columbus, comme Atlanta, qui enchaîne un deuxième match à l'extérieur et dans la conférence Ouest.
La semaine dernière, ils ont fait un bon match, hein, donc je pense que face à l'effectif le plus faible de MLS, faut privilégier l'attaque de Columbus, donc Diego Rossi, Abou Ali, Halfston. Abou Ali, attention à avoir peur de disponibilité. Et si je devais tenter un défenseur, ce serait Amundsen du côté de Columbus, qui est toujours très intéressant offensivement et capable de délivrer des passes décisives. On aura à 3h30 un Vancouver-Toronto, donc derby du Canada entre les deux meilleures équipes canadiennes, n'en déplaise à Montréal, c'est la vérité. Jamais facile de juger un derby, deux grosses équipes sur le papier. J'irai quand même plus sur le stack défensif de Vancouver, Takaoka, Blackmon, mais toujours sans certitude du fait que ce soit un derby, ça peut s'emballer à tout moment. Vancouver a joué quand même en midweek, même s'ils ont fait tourner. Pour moi, je dirais, si je dois prendre des joueurs offensifs, Georgi Mihailovic, Berhalter et Muller, et bien sûr Kubas, à voir s'il continue de faire du AA, ça peut être intéressant. Brian White également, donc voilà, plutôt les joueurs offensifs parce que je vois des buts. Même si je devais partir sur un stack défensif, ce serait plutôt Takaoka, Blackmon. À tout moment, Vancouver gagne 2-0 et garde le clean sheet, voilà. À 4h30, on aura un LA Galaxy Charlotte. Deuxième déplacement également pour Charlotte dans la conférence Ouest. Il y a beaucoup de déplacements des équipes de l'Est à l'Ouest, hein, sur ce début de saison. LA cherche encore ses marques avec un match, comme je vous disais, très poussif cette nuit où ils n'ont pas été loin de passer à la trappe. Je vois pas de clean sheet dans ce match, ou tout du moins, LA Galaxy, je les vois pas tenir un clean sheet. Charlotte, on sait que Kalinga a été très très chaud bouillant sur le premier match. Donc il va faire du AA, il peut même tenir un clean sheet, même si je le vois pas dans ce match-là. Mais j'irai quand même plus sur le stack offensif de Charlotte, donc Zaha, Biel, Toklomati. Pour moi aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont intéressants dans ce match-là. Vous avez bien sûr en face le duo Peck, Klaus. Bon, après il y a Reus et Pinsil également, mais voilà. Pour moi les joueurs intéressants dans ce match. On passe au match de dimanche soir, donc à 20h30 on aura un Austin DC. Austin a sorti un bon match nul à domicile contre Minnesota, qui est une belle équipe. Et DC a fait un super coup en allant gagner 1-0 à Philadelphie, où c'est jamais facile, même si Philadelphie a une équipe qui a pas mal changé. Je vois un match équilibré quand même. Compliqué de sortir des individualités, même si Facundo Torres semble très intéressant et peut dégainer à tout moment un bombasso ou une passe D. Du côté de DC, Sean Johnson a fait un très bon match la semaine dernière. Rolles et Kurokawa ont été intéressants. Kurokawa qui a fait un peu de A, 32 A, donc ça peut être intéressant. Moi j'ai fait le pari et je l'ai pris cette semaine dans mon roster. Et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de buts, donc ça peut être un match serré avec deux défenses et peut-être pourquoi pas un 0-0 dans ce match-là, même si je vois quand même. Non, le 0-0 ce sera pour le match d'après Philadelphie NYCFC. Moi je pense qu'on va avoir des buts dans ce Austin DC. Donc je vous le disais, 22h30, Philly NYCFC. Intéressant de voir comment Philadelphie va enchaîner un deuxième match à domicile. Si c'est une deuxième défaite de suite, ça peut être compliqué quand même. New York enchaîne un deuxième déplacement à avoir joué à Los Angeles, où ils ont ramené un bon point partout, match solide. Je le répète, je suis pas confiant, hein, moi, pour Philadelphie cette saison, qui a perdu tous ses cadres sauf André Blake. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup de buts, mais je privilégierai peut-être les défenseurs, Blake Macania, Fries, Thiago Martins dans ce match-là. Et comme je vous le dis, pourquoi pas un 0-0. Dans la nuit de dimanche à lundi, on aura un Orlando-Miami, le derby de la Floride à 1h du mat. Miami, je pense qu'ils vont devoir réagir avant le match de CONCACAF face à Nashville. Et ils réussissent plutôt bien en général en se déplaçant à Orlando. Bon, il n'y a pas forcément besoin de vous présenter toutes les stars de ce match. Ce sera un duel Messi-Oreda, on va dire, le duel argentin. À privilégier les attaques, parce que je pense pas qu'il va y avoir de clean sheet de part et d'autre. Berterame, Allende, Messi, Oreda, Pasalic, qui marquent souvent. Pasalic, attention, il performe souvent face à Miami, donc ça peut être un peu le pic qui passe sous les radars. Et on terminera cette deuxième journée avec un San Diego-Saint-Louis à 3h15 dans la nuit de dimanche à lundi. Est-ce qu'on aura le droit à un nouveau festival de buts de San Diego? Ça va être un duel Artel-Dreyer. Artel qui a fait un beau score au premier match. Verskov toujours aussi fort. Dua super pic défensif à San Diego. Bon bref, gros test pour la défense de Saint-Louis. Je m'orienterai donc naturellement quand même sur l'attaque et les joueurs de San Diego qui sont Ingvartsen, Dreyer, Pellegrino et bien sûr Dua et Verskov. Donc voilà un peu pour cette deuxième journée. J'espère que j'ai été complet.
Un énorme merci à tous ceux qui écoutent le podcast assidûment. On a encore eu plus de 300 écoutes sur le premier épisode. Je vous remercie à tous ceux qui ont rejoint, plus d'une vingtaine de personnes en un mois, se sont abonnés au podcast. Un grand merci à tous ceux qui le noteront sur les plateformes, donc Spotify et autres, de mettre 5 étoiles pour le référencement, et puis qui le repartagent également sur X. À suivre ce soir, donc les dernières infos qui vont sortir et demain les rapports de disponibilité. Et je vous souhaite à tous une bonne Game Week sur Sorare et des très belles perfs, des bons paris et puis de vous régaler et qu'on ait beaucoup de buts sur cette deuxième journée de MLS. Et je vous dis à la semaine prochaine sur MLS Time.